C'est instrument safe ou c'est ta mission? Alors, c'est une mission qu'on appelle une mission PI, donc les co-investigateurs ils sont pas par instrument mais ils sont pour toute la mission. Donc bonsoir, donc moi je suis Raphaël Garcia, je suis pas David Nimoun là. On alterne nos présentations, je l'ai un peu modifié, c'est ce qu'il avait fait. Donc en fait moi je suis un peu chez moi puisque j'ai enseigné moi dans ce bâtiment, parce que je suis détaché de l'université à Super-Héros, voilà, donc je suis maître de conf à l'université et je suis détaché à Super-Héros. Donc effectivement là nous à Super-Héros on a une équipe, on a deux co-investigateurs, on a aussi une collègue là, Naomi Murdoch, et un étudiant Laurent Pou qui ont beaucoup travaillé sur les données CIS. Après c'est le CNES qui a été responsable de l'instrument CIS, mais le PI scientifique, c'est plutôt Philippe Lyonnais, et le PI de la mission, c'est Bruce Bannert. Donc cette mission, c'est une mission Discovery de la NASA. C'est pas une mission qui fait partie du programme martien. Donc c'est une mission qui a été financée et qui était en compétition avec d'autres missions, notamment des missions vers les astéroïdes. Ça fait partie des petites missions de la NASA. Il se trouve qu'elle a grossi un petit peu parce qu'on a été décalé de 2 ans. Mais... Donc là vous voyez un selfie qui a été fait par le lander lui-même sur Mars. Et l'instrument CIS là, c'est cet objet là. Alors donc on a beaucoup travaillé et puis à un moment il a fallu le lancer. Donc ça pour nous c'était quand même un gros achievement comme on dit en anglais. Donc on est allé voir ce lancement là sur un lanceur Atlas 5 qui était un peu surdimensionné par rapport à InSight, puisque au départ InSight devait partir à la mission Osiris-Rex en 2016. La mission Osiris-Rex, c'est celle qui est arrivée autour de l'astéroïde Bennu récemment, qui a fait des super photos. Donc on s'est tous massés là, mais il y avait tellement de brouillard qu'en fait on n'a rien vu du lancement. On a juste entendu un bruit sourd. Par contre, comme c'est une mission qui fait de la sismologie et des sciences atmosphériques, donc on a des capteurs de pression et des sismomètres, on peut constater que le lancement a été entendu par tous les capteurs infrasons qui se trouvaient autour de du pas de tir, hein, donc exceptionnellement en Californie, à Vandenberg. Donc les Californiens étaient contents parce que le GPS est beaucoup impliqué sur la mission. Donc on a entendu une espèce de bruit sourd hein, qu'on voit ici là, sur les capteurs infrasons. Et quand on regarde un peu plus loin, ça fait plutôt ça. La mission a été tirée vers le sud, essentiellement. Elle a fait un tour de terre et quand elle est repassée au pôle nord, elle a mis une deuxième poussée pour partir vers Mars. Voilà, donc c'est ça qui s'est passé lors du lancement. Alors donc qu'est-ce qu'elle vise à faire cette mission? Eh bien, elle vise à faire de la planétologie comparée. En fait, InSight n'a pas été vendue comme une mission martienne. Elle a été vendue comme une mission qui vise à comprendre la formation et l'évolution des planètes en général. Et pour ça, c'est pas mal d'aller sur Mars. Alors les planètes dont on parle, là, c'est celles-là, hein, les planètes telluriques, donc les petites, entre guillemets, et essentiellement rocheuses, à la différence des planètes géantes. Donc du coup, on vise à comprendre, faire de la planétologie comparée, c'est-à-dire à comprendre en gros qu'est-ce qui fait que les 3 planètes qui sont proches les unes des autres, là, Vénus, la Terre et Mars, finalement sont très différentes les unes par rapport aux autres. En fait, vous voyez que Vénus et la Terre ont à peu près le même rayon, mais par contre elles n'ont pas du tout la même atmosphère. Donc Vénus a une atmosphère très dense. 450 degrés à la surface, c'est 2 fois la température maximum de votre four. 90 atmosphères, donc c'est une forte pression, même si ça reste une atmosphère, hein, ça reste du gaz. Il y a des volcans actifs, donc l'atmosphère de la Terre, on ne va pas la décrire, hein, vous la connaissez. Et l'atmosphère de Mars, finalement, elle est très ténue. Il y a une température, on verra la météo plus tard, qui est quand même assez faible, et il y a très peu d'atmosphère. Et probablement, les volcans actifs, ils datent entre 10 et 100 millions d'années, le plus jeune. Donc c'est une activité relativement faible, on va dire. Par rapport à Vénus, il y a très certainement des volcans encore actifs à sa surface actuellement. Donc pourquoi de telles différences?
Et en fait, pourquoi c'est important de comprendre de telles différences? C'est parce qu'en fait, vous savez que maintenant, on image de nombreuses autres planètes à l'extérieur de notre système solaire. Donc si on veut comprendre comment ces planètes se forment et évoluent, en particulier les conditions sous lesquelles on fait qu'on peut habiter là, mais certainement pas là et certainement pas là, c'est important de comprendre comment les planètes se forment et qu'elles évoluent. Alors la formation des planètes, en gros, on prend tout, on touille, au début c'est très chaud, et puis c'est comme ce qu'on a dans les hauts fourneaux, c'est-à-dire on chauffe, et puis les matériaux les plus lourds vont partir vers le centre, et les plus légers vont partir vers en haut. Voilà. Donc la chaleur, elle vient essentiellement des éléments radioactifs qui étaient présents au début de la formation du système solaire, et elle vient aussi des impacts. Donc les impacts sont très violents et donc ils apportent de l'énergie. Donc il y a cette combinaison des deux effets, les éléments radioactifs et les impacts qui chauffent, qui fait qu'au début on avait sûrement, notre manteau était sûrement du magma à travers lequel a percolé tout le fer. Et pour l'instant, c'est le modèle de formation qu'on a également pour Mars et Vénus. Alors, je dis pour l'instant parce qu'en fait, on connaît presque pas l'intérieur de Mars et presque pas l'intérieur de Vénus. Encore moins Vénus, mais Mars, on ne connaît pas trop non plus. Donc, dès qu'on dépasse les 2-3 premiers kilomètres, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc, on a des hypothèses parce qu'on sait que toutes les planètes sont formées à peu près le même nuage de gaz, mais on ne sait presque pas ce qu'il y a dedans. Au début, Mars était très certainement habitable. Habitable dans le sens où on sait maintenant qu'il y a eu de l'eau liquide qui a circulé à la surface de Mars. On voit des canaux de rivières sur les parties les plus anciennes. On sait également qu'au début, il y a eu un champ magnétique, voilà, et qu'il y avait une atmosphère qui était beaucoup plus dense que maintenant. Et donc, mais cette période de temps, elle a été très courte. Elle a été beaucoup plus courte que sur Terre. Essentiellement pourquoi? Parce que Mars étant plus petite, elle a eu plus de mal à retenir son atmosphère. Donc la gravité étant plus faible, c'était plus facile de faire partir dans le haut de l'atmosphère. Donc elle a eu plus de mal à retenir les volatiles que la Terre. Après, ces schémas-là commencent à fonctionner à l'intérieur. Finalement, il y a des gros points d'interrogation, on ne sait pas trop. On sait qu'au début, il y avait de l'eau à la surface et qu'il y avait très certainement un champ magnétique au début. Le champ magnétique traduisant que c'est une planète qui active, quoi. Donc, pour que le noyau convecte, c'est-à-dire qu'il génère un champ magnétique, il faut que la planète soit active. Alors, la mission InSight, ça vise à faire l'échographie de Mars, en gros, c'est-à-dire à avoir une image de l'intérieur de Mars. Alors, pourquoi il faut avoir une image de l'intérieur de Mars? Parce que le moteur de l'évolution planétaire, c'est la convection. C'est-à-dire que les planètes, elles se forment, elles sont chaudes et passent leur temps à se refroidir. Voilà. Donc elles ont plusieurs façons de se refroidir. Comme sur Terre, elles se refroidissent en ayant par exemple des zones de subduction qui plongent et des courants chauds qui remontent jusqu'à la surface. Donc ça, c'est la façon la plus efficace. La Terre, c'est une des planètes qui se refroidit le plus vite. Malheureusement, sur la plupart des autres planètes, il y a très certainement la formation d'une plaque très rigide, très dure. Et donc du coup, après, ça devient beaucoup plus difficile de percer cette plaque et de refroidir efficacement. Parce que la meilleure façon de refroidir, c'est d'amener du matériel chaud là où c'est froid et du matériel froid là où c'est chaud. Je vais appuyer sur un début et ça se relance. Shift 5. Par contre, du coup, vous m'excuserez. Voilà. Donc on vise à savoir en particulier comment est formé le manteau et la taille du noyau. Donc ça, c'est parce que c'est des observables d'ordre 0 si on veut modéliser la façon dont la planète se refroidit, la façon dont le moteur thermique de la planète fonctionne. Alors pour savoir ça, on a essentiellement deux outils. C'est la sismologie pour avoir la structure interne. Pourquoi? Parce que les zones sismiques, c'est parmi les rares zones à se propager loin dans les planètes. Et la géodésie. Pourquoi la géodésie? Parce que quand on mesure la rotation précise d'une planète, on peut savoir
comment elle est faite à l'intérieur. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, si vous faites tourner un œuf dur et un œuf pas dur, l'œuf pas dur il s'arrête avant l'œuf dur. Donc ça veut dire que la façon dont tourne une planète, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et enfin, il y a une troisième expérience qui vise à mesurer la puissance de la machine thermique, c'est d'ailleurs le flux de chaleur qui s'échappe de Mars. Voilà. Bon alors donc là il y a une petite comparaison entre les différentes voilà ce qu'on pense hein, en gros hein, qui se forme à l'intérieur de Mars, mais c'est sûr on va avoir des surprises. Donc dès qu'on va sur une planète et qu'on met une mission, il y a des choses qu'on n'a pas prévues avant. Donc ça c'est sûr qu'on va se tromper quelque part. Donc ça c'est sûr et certain. L'intérêt de Mars, c'est qu'en fait on a des zones qui sont relativement jeunes et des zones qui sont très vieilles. Donc du coup, on a une espèce on a gardé en surface une mémoire de ce qui se passait au tout début de Mars. Par contre, on a aussi des traces de tous les processus qui ont lieu durant l'évolution d'une planète. Donc c'est pour ça que Mars est intéressant parmi les autres planètes. Donc les objectifs scientifiques de la mission, c'est vraiment cela, c'est comprendre la formation et l'évolution des planètes telluriques à travers la détermination de la structure interne de Mars. Donc en particulier comprendre l'origine de la diversité des planètes telluriques et comprendre comment l'évolution des planètes permet ou limite l'évolution de la vie. Parce que vous savez que sur Terre, une des raisons pour laquelle notre planète est habitable, c'est parce qu'on a une interaction entre ce qui se passe dans l'atmosphère et l'océan et ce qui se passe au niveau de l'évolution de la tectonique en fait. Si on compare la Terre à Vénus, elles ont à peu près la même taille. Par contre, sur Vénus, 95% du carbone de la planète est dans l'atmosphère. Alors que sur Terre, l'atmosphère a été nettoyée par la tectonique des plaques. Sur Terre, 90% du carbone est dans le manteau. Pourquoi? Parce que la tectonique des plaques, ça fait un tapis roulant qui va plonger dans les zones de subduction. Et or, ce tapis roulant, il a lieu où? Au fond des océans. Et dans les océans, on a tous les planctons qui ont piégé le carbone et qui sont tombés au fond des océans. Donc l'atmosphère a été petit à petit nettoyée de son CO2 parce que les planctons sont apparus. Quand ils meurent, ils tombent au fond des océans et la tectonique des plaques, hop, les envoie dans le manteau. Donc petit à petit, on a nettoyé notre atmosphère du carbone. Et c'est pour ça qu'on peut respirer. Ça fait finalement pas trop longtemps que nous, on peut respirer à la surface de la Terre. Donc on voit que là, il y a une interaction forte entre ce qui se passe dans l'atmosphère et dans l'océan et ce qui se passe au niveau de la dynamique interne de la planète. Alors pour faire cette imagerie, on utilise la sismologie. Voilà. Donc pourquoi? Parce que sur Terre, un séisme au Japon, on l'enregistre ici dans les Pyrénées. Donc on espère faire la même chose sur Mars. Sur Mars, on aura très certainement des impacts de météorites aussi, qu'on n'a pas beaucoup sur la Terre. Et on espère avoir des séismes aussi. Du coup, si on a des séismes ou des impacts, on va avoir des ondes qui se propagent dans la planète. On a essentiellement trois types d'ondes. Hein. Les ondes P, qui sont les ondes de pression. Quand je vous parle, c'est une onde P, hein, une onde acoustique, c'est une onde P. Et les ondes S, qui sont un autre type d'onde et qui n'existent que dans les parties solides, mais qui ne se propagent pas dans les liquides, ce qui permettra notamment de voir si le noyau est liquide. Et enfin, des ondes qui se propagent en surface, qui sont piégées en surface. Donc, nous, ce qu'on espère faire, c'est une imagerie de la vitesse de ces ondes-là à l'intérieur de Mars, et donc du coup de le relier à la composition et à la température de l'intérieur de Mars. Alors là, je vais passer sur un petit film qui vous montre... j'ai quelques petits films, malheureusement, je ne les ai pas insérés dans le truc parce que c'était un petit peu compliqué. Donc ça, c'est un séisme simulé sur Mars. Ça marche. Voilà. Donc par nos collègues de l'ETH Zurich. Donc on voit si on a un impact ici, on a Insight ici, on voit un premier train de ces ondes qui se propagent à la surface qui arrive. Ces ondes-là, elles ont une grosse amplitude par rapport aux petites zones qu'on voit ici. Puis les ondes, elles se refocalisent à l'opposé. Et puis ce train-là, qui après avoir fait un tour, va repasser à nouveau par la station. Alors,
On ne le voit pas ici parce que la station est de l'autre côté, mais on l'a vu ici sur l'enregistrement. Et enfin, on a encore un tour. Et donc là, on va avoir à nouveau ces ondes qui passent sur la station. Et donc ce qu'on espère en fait avec ces ondes de surface, c'est que, vous voyez, le problème d'avoir une seule station, c'est qu'on vous a toujours dit à l'école, pour localiser un séisme, il faut 3 ou 4 stations. Il faut que je vous explique comment est-ce qu'on peut localiser un séisme avec une seule station. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ces 3 ondes. Donc il y en a une qui arrive directement du séisme vers la station, l'autre qui fait le tour de l'autre côté, et puis ensuite celle qui est passée du séisme vers la station, elle fait encore un tour et elle revient. Voilà. Donc comme ça, en regardant les temps d'arrivée de ces différentes ondes, on peut avoir une estimation de la distance à laquelle se trouvait le séisme. On a aussi ces ondes, ces tout petits paquets d'ondes là qui arrivent au début, qui sont les ondes P et S, et elles également vont nous permettre d'avoir une estimation de la distance. Et enfin, comment connaître la distance, ça ne suffit pas, parce que cette distance, on peut la faire dans cette direction-là, dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Voilà. Donc pour savoir de quelle direction viennent les ondes, on va regarder ces trains d'ondes qui passent sur InSight, et on va regarder la polarisation de ces ondes. Est-ce qu'elles arrivent plutôt dans cette direction-là? Est-ce qu'elles arrivent plutôt dans cette direction-là? Et donc en combinant ces deux informations, distance et direction d'arrivée des ondes, on peut pointer vers où est l'impact de météorite ou la source sismique. Et donc ça c'est un prérequis pour faire de la sismologie, il faut d'abord savoir où est le séisme. Voilà. Alors pour les impacts ça sera facile, entre guillemets, parce que en fait les orbiteurs sur Mars là ils font des images avec 20 cm de résolution. Donc si on sait à peu près où a eu lieu l'impact, on peut commander les orbiteurs pour leur dire allez faire des images là, ça vient sûrement de là, et donc on peut voir les traces qu'aura laissé l'impact à la surface de Mars. Donc on va se faire aider aussi par les orbiteurs qui sont actuellement en orbite de Mars. En orbite martienne, pardon. Alors, donc je continue. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment on faisait la sismologie martienne. Ah non, je suis parti du début. Je ne referai pas l'erreur. Alors maintenant, un petit contexte historique quand même, parce que c'est important de le rappeler. En fait, les premiers instruments qui ont été envoyés à la surface d'une autre planète, c'est les sismomètres Ranger qui ont été envoyés à la surface de Mars. Donc les premiers instruments, dès qu'on a fait de l'exploration planétaire, on a fait de la sismologie. 1962. Donc ça date quand même. Ensuite, il y a eu les instruments des missions Apollo. Toutes les missions Apollo, avec les astronautes, ont importé des sismomètres. Toutes. Alors il se trouve que ça c'était le sismomètre de la mission Apollo 11, c'est pas un bon exemple. Pourquoi? Parce que celui-là il était sur panneau solaire et il a survécu à la nuit, mais quand le jour est revenu, il a brûlé. Parce que en fait, la Lune c'est très très difficile parce qu'il y a 300 degrés de différence entre le jour et la nuit, et que le jour dure 14 jours terrestres et la nuit dure 14 jours terrestres. Donc du coup c'est très difficile de maintenir quelque chose à la surface de la Lune. Par contre, entre Apollo 11 et Apollo 12, ils ont changé complètement le design. Ils ont mis une petite barre radioactive pour fabriquer de l'énergie. D'ailleurs, les astronautes ont failli se brûler les mains en la mettant. Et donc, du coup, on a eu des instruments sur Apollo 12, 14, 15, 16. Et sur Apollo 17, il y avait d'autres sismomètres, mais qui n'étaient pas des sismomètres permanents. Donc, on a eu 4 sismomètres qui sont restés à la surface de la Lune pendant 7 à 8 ans. Ils les ont même éteints, en fait, à la fin. Ce qu'on ne ferait jamais maintenant, parce que ça coûte très très cher d'envoyer quelque chose. Et donc ils les ont éteints. Donc on a eu des données sismologiques sur la Lune jusqu'à 1977. Et puis après, grand blanc. Jusqu'à InSight, on n'a eu aucun autre sismomètre qui est parti à destination d'une planète. Donc c'est le premier sismomètre planétaire depuis plus de 40 ans qui a été envoyé à la surface d'une planète. Alors juste un petit point quand même, les missions Viking elles apportaient aussi des sismomètres, mais elles n'ont pas fait le dernier mètre. Le sismomètre il était sur l'atterrisseur et il n'a jamais été mis au sol. Donc du coup, ce qu'a vu le sismomètre c'est le vent martien. Il a très bien vu le vent martien, mais InSight l'a vu aussi. Mais il lui manquait 1 mètre à faire pour aller au sol. Voilà. Donc du coup, c'est ce que va faire InSight.
Alors toujours petit historique. Donc il y a eu depuis 1960 51 sondes qui ont été envoyées vers Mars, avec 28 échecs quand même, c'est pas loin de la moitié. Donc récemment l'ESA s'est fait rappeler que c'était pas si facile que ça d'atterrir sur Mars. Et actuellement, voilà les missions qui sont actuellement en opération, soit en orbite, soit à la surface de Mars. Donc il y a 13 gas orbiteurs de ExoMars de l'ESA, il y a Maven également, et puis après c'est surtout des missions américaines. Donc il y a aussi Mars Express qui est encore en vie d'ailleurs, c'est une mission qui date d'il y a quand même longtemps, puisqu'elle a été lancée en 2003, mais elle est encore en vie dans la mission de l'ESA. Il y a Mars Odyssey et Mars Reconnaissance Orbiteur, et il y a une petite mission indienne également, qui est en orbite autour de Mars. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait ces missions elles vont relayer les données de InSight. Les données d'InSight elles ne sont pas renvoyées directement depuis le lander vers la Terre, mais elles sont renvoyées vers les orbiteurs qui eux le renvoient vers la Terre. Donc pour nous c'est important. Notamment on a une contribution importante de 13 gas orbiteurs de l'ESA qui renvoient peut-être 70% des données d'InSight. Donc 70 à 80% des données d'InSight passent par le 13 gas orbiteur de l'ESA. Alors pourquoi il y a autant de missions? Ah oui, et puis après il y a eu les rovers là. Le dernier là il n'a pas résisté à la dernière tempête de sable, mais il y a toujours Curiosity hein, qui est sur place. Pourquoi il y a autant de missions vers Mars? Eh bien parce que c'est un peu regardé sur le lampadaire. En fait Mars c'est la planète qui est la plus accessible en fait. Quand on calcule le delta V, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour aller là-bas et se mettre en orbite autour, c'est le plus facile en fait. Vénus c'est plus difficile, Mercure c'est plus difficile, Jupiter c'est plus difficile. Alors dans les missions futures, donc bon, mais il y a InSight hein, qui atterrit, et il y aura un rover de la NASA en 2020 qui va préparer le retour d'échantillons. Donc il va partir avec une petite valise, il va analyser les échantillons, il va les mettre dans la valise, et après il y aura une mission spéciale qui reviendra juste pour chercher la valise. Qui fera que ça, a priori. Donc pour l'instant c'est le plan de la NASA. Et elle va avoir sûrement des missions chinoises, peut-être une mission vers la lune Phobos là, de la JAXA. Et pour l'instant c'est tout. Donc InSight c'est quoi? Donc c'est un ensemble d'instruments, je vous ai dit, pour déterminer la structure interne, on utilise un sismomètre. Alors c'est une seule station, mais par contre on a un instrument qui est très large bande, qui va mesurer une grande bande de fréquences, de 50 Hz à 1 sur 1000 Hz, donc 1 milliHz. Donc il est capable de mesurer dans une très grande bande de fréquences. Ensuite il va être très bien installé à la surface, on va le voir, et isolé de l'environnement. Parce que le problème c'est que l'atmosphère ça crée du bruit sur ce type d'instrument. On a développé des méthodes d'analyse avec une seule station. Et on s'attend à avoir des sources multiples de signaux. Et ensuite, les petites antennes de Mars de InSight qui va être fixe à la surface. Il va communiquer au travers de petites antennes directement avec les antennes terrestres. Et donc ça va pouvoir permettre de mesurer la rotation de Mars très précisément avec le Doppler de cette communication. Et donc du coup, on va pouvoir voir comment Mars tourne, quelles sont ses périodes, et donc du coup avoir des informations en particulier sur le noyau de Mars, parce que ces périodes de rotation elles dépendent de la forme et de l'état du noyau. Et enfin, cette expérience de flux de chaleur qui vise à faire pénétrer une molle, donc un petit... Alors c'est pas, ça perfore pas, hein, c'est une espèce de stylo bic. Bon, c'est plus gros, ça fait 40 cm. Et dedans, il y a une petite masse qui monte et qui tombe. Elle monte et elle tombe. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on descend. Et elle vise d'atteindre 3 à 5 mètres. En réalité, elle ne va sûrement jamais atteindre plus que 30 cm. Mais bon, on va en parler. Tout ne peut pas marcher, hein, donc c'est genre de mission. Alors, les instruments principaux, donc le sismomètre ici va être déployé au sol. C'est l'instrument principal de la mission. C'est pour ça que la mission n'est pas partie en 2016, parce que le sismomètre, l'instrument principal, n'était pas prêt. Voilà.
Donc c'est essentiellement la France, l'Angleterre, les États-Unis finalement une bonne contribution, la Suisse et l'Allemagne qui participent à cette chose-là. Pour ça, c'est essentiellement l'Allemagne avec quelques contributions de la Pologne et de l'Autriche. Plus la Pologne et l'Autriche. La Pologne, hein? C'est la Pologne. Ouais. Non, parce qu'en fait, la première fois qu'ils l'ont testé sous pression martienne, tout marchait bien sous pression terrestre. Et puis ils ont fait un test sous pression martienne et ça rentrait plus. Leur crayon là, il rentrait plus d'un seul. Donc du coup ils ont été obligés d'appeler à l'aide les Polonais pour trouver une solution. Donc c'est pour ça qu'ils sont rentrés un peu tard sur la mission. Il y a les capteurs, il y a des capteurs là que vous voyez sur le deck mais qu'on va un peu détailler. Ça c'est des capteurs pour mesurer le vent qui sont faits par les Espagnols, qui sont les mêmes que ceux qui étaient sur Curiosity. Mais sur Curiosity ils ont été cassés à l'atterrissage. Parce qu'ils ont pris des cailloux qui revenaient des thrusters. Il y a l'entrée d'un capteur de pression qui se trouve à l'intérieur et il y a également un magnétomètre qui est par là. Et ça, c'est les petites antennes là qui vont permettre de communiquer directement avec la Terre. Et ça, c'est l'antenne VHF-UHF qu'on utilise, enfin UHF plutôt, donc radio amateur, hein, c'est les bandes de radio amateur, qu'on utilise pour communiquer avec les orbiteurs, pour envoyer les données avec les orbiteurs. Donc, ah oui, donc oui, alors là ils ont un peu... Ah oui, si, il y a aussi une autre chose, en plus de ça, c'est qu'il y a un rétroréflecteur laser fourni par les Italiens. Donc c'est une espèce de petite boule là, quand on envoie le laser dessus, ça renvoie l'onde laser. Donc l'idée c'est de le mettre sur toutes les missions qui vont partir et qui atterrissent sur Mars, pour après avoir un réseau de rétroréflecteurs laser qu'on pourra mesurer avec des lasers qui seront en orbite. Donc pour l'instant, il n'y a pas de laser en orbite, mais il y a déjà le rétroréflecteur laser sur la mission InSight. Alors, CEIS, c'est sous leadership du CNES. Donc, en gros, là-dedans, l'électronique a été faite par les Suisses. Alors, je ne sais pas si j'ai peut-être mis le drapeau là. Donc, l'électronique a été faite par les Suisses. Ce qu'il y a à l'intérieur de la sphère et la sphère, c'est la France. Il y a des capteurs courte période qui ont été faits par les Anglais. Et puis après, les Américains, ils ont géré ce bouclier de protection contre le vent, le câble. Et les Allemands, ils ont fait le système de nivellement, parce qu'il faut le mettre à plat, c'est pour qu'il marche. La molle, on ne va pas trop en parler. En gros, mais il y a également un radiomètre qui est sur le deck qui permet d'avoir la température du sol. Alors ça, c'est important pour nous, parce que comme CEIS, il est posé au sol, c'est important qu'on puisse connaître la température du sol. Donc on voit des variations de température qui sont liées au sol. Donc après il y a l'expérience télécom qu'on a parlé avec les petites antennes qui vont permettre d'avoir la rotation et l'intérieur. Et après donc il y a tous ces capteurs auxiliaires qui forment une station météo en fait. Donc il y a un capteur de pression, un capteur de vent et de température et un capteur magnétique pour avoir le champ magnétique. Alors pourquoi ils sont là ces capteurs auxiliaires? Ils ont été vendus parce qu'en fait on sait que CEIS va être sensible à tous ces effets. Aux variations de pression, aux variations de vent et aux variations du champ magnétique. Donc ils sont là pour permettre de corriger. Voilà, je suis désolé, mais... Alors donc voilà à quoi ça ressemble en vrai. L'e-box c'est quand même, bon, c'est le boîtier électronique, c'est quand même gros. Hein. Mais l'avantage c'est qu'on n'a pas de problème. On a eu zéro problème avec l'e-box fait par les Suisses. Quoi, l'horlogerie suisse, ça marche quand même plutôt bien. Donc il y a cette chose là qui vise à protéger du vent. Alors c'est assez original parce qu'au départ, les Américains ils ont étudié comment est-ce que je peux protéger du vent et de la thermique, parce qu'on a des variations de température fortes. Donc du coup, au départ ils avaient fait tout en un, après ils ont dit ben non, on va plutôt mettre un truc thermique là-dessus et un bouclier pour protéger du vent. Parce qu'on ne peut pas faire tout en un, il faut séparer les deux choses. Donc ils ont fini avec un design où là il y a de la côte de maille en noir là. Et là, il y a une espèce de... Je suis désolé, j'ai les termes anglais qui me viennent. Il y a une espèce de grillage là. Par-dessus, il y a de la côte de maille et par-dessus, il y a ce truc là. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le capteur. On a rajouté une petite boucle ici
parce que en fait le câble il va être à l'extérieur, il va avoir 80 degrés de variation de température, donc il va faire comme ça, hop, et donc s'il est connecté directement au bord de CX, il va tirer sur le sismomètre et puis voilà. Donc ils ont regardé ce qu'on appelle, ils ont dégagé un petit truc, et voilà ce que ça donne en taille réelle. Donc là on voit par rapport aux personnes, et ça c'est dans la salle d'intégration du CNES, et donc vous voyez à peu près quelle taille ça fait. Donc le sismomètre, ça ressemble à ça. Alors les capteurs les plus sensibles, c'est ce qu'on appelle les VBB là. Il y en a 3 et en fait on les voit ici intégrés. Et donc on voit les ressorts. Donc le sismomètre c'est un système masse-ressort. Donc ces ressorts ils sont tordus, vous voyez ici, avec un truc qui pivote autour. Et ils mesurent, donc ils sont 3 et ils mesurent le déplacement du sol dans cette direction là. Donc il y a un comme ça, un autre comme ça et un autre comme ça. Et donc du coup on peut recombiner. Alors tout ça c'était fait pour qu'on puisse produire 3 capteurs identiques. Et après on les tourne à 120 degrés. On en met un là, un à 120 degrés, un à 120 degrés. Comme ça on peut mesurer les trois axes de déplacement du sol. Voilà. Ah ben ouais, tout le reste a disparu, mais par contre vous voyez bien les capteurs SP que j'ai pas décrits. Donc ça c'est les capteurs courte période. Donc on les voit bouger ici. Vous voyez ça fait la taille d'un pound, bon, parce que c'est des anglais, donc ils aiment un pound ici. Et donc ça c'est fondu dans du silicium. Donc c'est une puce silicium qui bouge. Et donc les ressorts ils sont là. Et ici, sur le bord, sur le côté, on a un système de dents qui vient mesurer le déplacement. Alors là, je suis désolé. Alors donc du coup, voilà, nos capteurs les plus sensibles, c'est les capteurs VBB. Alors les capteurs SP, ils sont bien parce que eux, il n'y a pas besoin de les niveler. Ils marchent jusqu'à 15 degrés d'inclinaison. Tandis que le VBB, lui, pour qu'il marche, il faut vraiment qu'il soit super bien nivelé. Par contre, les capteurs SP, ils sont à peu près 20 fois plus bruités que CX, dans une certaine gamme de fréquences, en dessous de 5 Hz. Donc les voilà sur Mars, mais le problème c'est que si on les met comme ça sur Mars, on voit le vent, on voit les perturbations de pression, on voit tout. Donc il faut les protéger. Alors pour les protéger, il y a une première couche ici qui les met sous vide. Alors, c'est ça qui ne marchait pas en 2016, c'est qu'il n'y avait pas le vide dans cette cloche là. Et du coup, le problème c'est que s'il y a un petit peu d'air qui rentre, ça coupe l'isolation thermique. Il faut que ces capteurs ils soient bien isolés thermiquement, parce que si la température augmente, le ressort se dilate et donc ils sont plus centrés. Et donc si ils n'étaient pas isolés thermiquement, il aurait fallu qu'on les recentre tous les jours en fait. Donc du coup c'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc il y a une première protection qui est cette coquille là, ils sont sous vide là-dessous. Ensuite il y a une protection thermique qu'on voit ici par-dessus. Et enfin il y a la protection contre le vent. Et là on voit la boucle de relaxation du taser, parce que lui il voit 80 degrés de température, par contre lui il voit que 30 degrés de température. Donc il faut ouvrir cette boucle pour qu'elle puisse faire ça dans la journée pour pouvoir se relaxer. Et donc enfin, voilà, pour protéger le bouclier contre le vent avec la côte de maille ici, parce qu'ils avaient calculé que la côte de maille c'était le truc qui permettait d'avoir un caillou dessous et quand même d'empêcher le vent de passer. Voilà. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, ces capteurs, ils sont capables de mesurer des accélérations bien plus petites que celles que vous exercez sur votre voisin par votre gravité. En gros, en termes de déplacement, on peut voir des déplacements de la taille d'un atome d'hydrogène, même plus petit que la taille d'un atome d'hydrogène, à une seconde de période. Donc du coup c'est sensible à tout. Donc ça c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Voilà. Donc voilà, ça c'est des... Alors ce qui marchait pas en 2016 c'était ça là, là où on passe les fiches, parce que en fait c'était bien isolé, mais il fallait que ça tienne de moins 120 à plus 60. Et comme là, à l'endroit où on passe les fiches, on a des matériaux qui sont de tailles différentes.
de propriétés différentes, donc il y en a certains qui se dilatent plus que d'autres. C'était très dur de garder le vide avec des matériaux là qui ne se dilatent pas de la même façon. Voilà. Donc c'était ça qui marchait pas. Et encore, le trou était tout petit, mais ça suffit. Voilà. Donc il y a eu toute une famille qui a été fabriquée, donc ils n'en ont pas fabriqué que 3, ils en ont fabriqué, donc vous voyez les numéros là, donc en fait ici ils en ont fabriqué en tout 6 qui étaient prêts au vol, pour avoir des modèles de rechange. Alors on a rajouté dessus sundial, alors c'est une horloge solaire, pour voir comment était orienté le capteur une fois qu'on l'avait posé. Et donc là, ce qui s'appelle la service loop, donc, et là un truc pour empêcher le câble qui est ici de tirer, donc il y a des espèces de dents ici là, qui empêchent le câble d'avancer ou de reculer. Bon, alors donc du coup ça c'est moi. Et en fait, là c'est le lander en décembre, les derniers tests de performance. Donc c'est à Lockheed Martin à Denver. Donc vous voyez que quand on teste le Sismo sur Terre, c'est très compliqué. Alors il faut démontrer avec des chiffres qu'on respecte les spécifications qui ont été mises sur l'instrument. Mais notre problème c'est que cet instrument il est fait pour fonctionner sur Mars et pas sur Terre. Or la gravité est différente. Donc du coup quand on veut le tester sur Terre, il faut l'incliner pour compenser la gravité dans l'axe de direction du système masse-ressort. Et donc du coup, là c'est un test qui est fait à Denver, on voit l'atterrisseur derrière là, on voit le bras, l'atterrisseur c'est le vrai atterrisseur. Et là, on a ce Sismo qu'on teste là, et autour on a 1, 2, 3, 4 Sismo qui sont censés mesurer la même chose. D'accord. Donc du coup, si on veut démontrer que lui il n'a pas trop de bruit, il faut qu'il mesure la même chose que les 4 qu'il y a autour. Et donc, ça marche, sauf que le bruit qu'on mesure sur Terre, et là maintenant qu'on est sur Mars on peut vous le dire, il est 10 000 fois plus grand que ce qu'on mesure sur Mars. Le signal, quand on pose un Sismo sur Mars ou quand on pose un Sismo sur Terre, dans la gamme de fréquences où on voulait mesurer, on a 10 000 fois plus de bruit sur Terre que sur Mars. Pourquoi? Essentiellement à cause des océans, parce que les vagues dans les océans, ou les interférences dans les océans, ça crée des ondes de pression qui se propagent partout sur Terre. Voilà. Donc on a un niveau de bruit de fond qui est 10 000 fois plus grand sur Terre que sur Mars. Alors, un peu de détails sur la sonde thermique, vous voyez c'est quand même assez gros finalement. Là-dedans il y a le truc qui descend là, cette petite molle, voilà. Alors du coup l'atterrisseur, l'atterrisseur c'est celui de la mission Phoenix en fait, il avait déjà volé cet atterrisseur. Donc c'était facile de convaincre qu'il allait bien atterrir. Donc vous voyez qu'ils se séparent, hein. Donc ça c'est l'atterrisseur proprement dit, ça c'est l'étage de croisière, ça c'est le bouclier au moment où on va rentrer. Et voilà en configuration déployée, donc quand les panneaux solaires sont déployés, voilà ce que ça donne. Alors vous avez l'installation de l'étage de croisière, il y a plusieurs photos, hein. Donc ça c'est à Denver, dans les locaux de Lockheed Martin. Et puis après, ce qu'ils appellent le back shelf, c'est-à-dire qu'ils mettent derrière. Donc vous voyez que là, tout est replié. Les jambes sont repliées, les panneaux solaires ils sont repliés ici. On voit les argoles pour atterrir ici, les gros réservoirs. Alors le planning de la mission, il est relativement simple. Hein. Là, quand on tire vers Mars, surtout quand on a notre fusée qui est surdimensionnée, vous voyez, Insight, on a l'impression qu'il est tout seul, là, il y a beaucoup de place. C'est le Far West, hein, on tire au fusil direct, comme ça. Poum. Donc on lance, et puis on ne se met pas en orbite ni rien, quand on arrive, on atterrit. Voilà. On tire. Alors on tire en général quand, alors je voulais vous montrer un film mais là du coup ça va être un peu chaud, quand la Terre elle est un peu, parce que Mars se déplace plus lentement que la Terre évidemment puisqu'elle est plus loin, donc il faut tirer quand la Terre est un peu là et Mars là, et puis quand le lander arrive la Terre est là et Mars là. Alors vous voyez que du coup c'est un problème parce que du coup on a un problème de communication à l'atterrissage. Du coup on ne peut pas forcément avoir, si on atterrit là mais que la Terre est là, au moment où on va atterrir, on ne recevra pas un direct relais vers la Terre. Alors la partie critique c'est de rentrer dans l'atmosphère de Mars. Pourquoi? Parce que Mars, il y a suffisamment d'atmosphère pour cisailler les parachutes et faire que le parachute ne s'ouvre pas correctement.
Par contre, il n'y en a pas suffisamment pour nous freiner suffisamment. Et donc c'est le pire en fait, atterrir sur Mars. Atterrir sur la Lune, c'est facile. Atterrir sur Vénus, on peut utiliser l'atmosphère pour freiner. Mais sur Mars, c'est un peu le pire. Donc il y a tous les systèmes. Hein. Donc en gros, on freine avec le bouclier, on enlève le bouclier, on sort le parachute, puis on enlève le parachute et à la fin on a les rétrofusées. Voilà. Donc, puis après il y a le déploiement. Alors ça c'est quand même compliqué, ça a pris, bon, alors là en théorie c'était 44 sols, alors un sol et un jour martien. Le jour martien est un tout petit peu plus long que le jour terrestre, mais de 40 minutes. Donc pour différencier, on dit un sol quand c'est un jour martien et un jour quand c'est un jour terrestre, pour pas se tromper. Et puis après, là on est rentré dans la phase de science monitoring, c'est-à-dire que là tous les instruments sont déployés, le bras ne va plus trop s'en servir et on va juste attendre des signaux. Donc là, c'est la trajectoire. Alors, comment aller sur Mars? Est-ce que si je clique là-dessus, ça va marcher? Bon, alors ils ont fait des petits trucs, des petits films là. Hop. Comment aller vers Mars? Alors d'abord, eh bien, il faut prendre un lanceur. Alors plus on doit envoyer un gros truc, plus il faut prendre un gros lanceur. En gros, c'est ça le... Ensuite, il faut lancer un bon moment. Donc, vous voyez, la Terre, elle va plus vite que Mars. On n'a pas le son, mais c'est pas grave, c'est animé. Donc du coup, en fait, il faut lancer quand on est là, voilà. On lance. Et on doit quand même faire 340 millions de kilomètres. Et puis après, il faut y aller pour une bonne raison. Donc aim, c'est y aller pour une bonne raison. Donc voilà, il faut lancer. C'est comme quarterback, il faut lancer pas à l'endroit où on est, mais lancer à l'endroit où on va être quand le ballon va arriver. Voilà. Donc en gros, il faut 7 mois, voilà, pour aller vers Mars. Donc ça c'était un petit film entre guillemets. Donc voilà, donc, alors où c'est qu'on va? Donc on atterrit dans Elysium Planitia, qui est une plaine sans trop d'intérêt en fait. Alors pourquoi on va là? Parce qu'en fait pour séismes on se moquait un peu d'où on était en fait, vu qu'on veut voir des séismes, a priori on les attend de loin. En fait on est là parce qu'on est à l'équateur déjà. Parce que comme on fonctionne sur panneaux solaires, il nous faut beaucoup d'énergie, donc il faut être à l'endroit où il y a du soleil. Ensuite, on est là aussi parce qu'on voulait que la molle elle pénètre là, donc il fallait se mettre à un endroit où il y avait un peu de sable. Et ensuite, on est là parce que vous voyez l'ellipse, elle fait 100 km par 20 ou 30, et il faut se mettre, faut être sûr de ne pas tomber sur un caillou. Donc c'était là où l'endroit où il y avait le moins de cailloux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là. Et par contre, c'est pas super parce que Curiosity, il est 300 km au sud. Donc on est sur les mêmes passages pour les relais UHF que Curiosity. Donc si l'orbiteur il renvoie nos données à nous, il ne peut pas renvoyer des données de Curiosity. Donc ça c'est pas top. Voilà. Donc voilà, et le 26 novembre, on a atterri. Voilà, comment ça se passe rapidement pour l'atterrissage. Hein. Donc la fin, ça se fait en rétrofusée. Et vous voyez que ça dégage un peu de poussière autour. Hein. D'accord. Donc les rétrofusées, ça abîme un petit peu le sol où on atterrit. Et voilà, donc là ça c'est mes collègues qui étaient super contents. On a eu très vite des images. On a pu suivre l'atterrissage au mètre près. Je ne sais pas si vous avez vu l'atterrissage, mais il y a quelqu'un qui compte à 50 mètres, 60 mètres, ça. Et on a eu très vite les deux premières images, donc celle qui est la caméra qui est sous le lander et la caméra qui est sur le bras, qui était toujours posée sur le deck. Hein. Mais on a eu vite, très vite les premières images. Donc dès qu'on a les premières images, on pose la question, mais où est-ce qu'on va mettre, le sismomètre? Bon, alors vous voyez qu'il y a des petits points sur l'image, en fait c'est tout le sable qui a été dégagé par les boosters. Moi j'étais à la Cité de l'Espace, je ne savais pas ce que ça voulait dire ces petits points là, j'ai passé pour un idiot. Heureusement il y avait Sylvestre Maurice qui m'a dit mais oui, oui non mais ça va c'est plat. Voilà. Et alors on a eu du bol parce que quand on regarde l'image, en fait on a atterri là où il n'y a pas de cailloux, mais là il y a des cailloux, là il y a des cailloux, là il y a des cailloux, là il y a des cailloux. On a atterri au seul endroit où il n'y a pas de cailloux en fait. Donc ça c'était quand même plutôt bien, comme quoi des fois on peut avoir de la chance. Et alors pourquoi on a eu toutes ces images en fait lors de l'atterrissage?
Mais c'est parce qu'ils avaient un petit peu calculé leur coût, les Américains. Ils avaient dit, mais ouais, mais donc du coup, on va être au côté opposé, on va pas avoir d'image lors de l'atterrissage. Pas bon. Mais on va envoyer 2 CubeSats, qui sont au passage les 2 premiers CubeSats interplanétaires, qui ont fait le trajet tout seuls vers Mars. Ils ont été lancés indépendamment d'InSight, bon, sur la même fusée, mais ils ont d'abord relâché InSight, et puis après ils ont relâché Marco A et Marco B. Voilà. Donc ces CubeSats, ça fait 10 par 20 par 34, et ça c'est la configuration déployée, mais c'est des 6U, donc c'est pas des gros, ça fait très bien quoi. Voilà. Donc, et l'objectif de ces CubeSats était de renvoyer les données durant l'atterrissage. Donc InSight arrive ici, les CubeSats ils passent là, et on voit que dessous là, ils ont des antennes UHF pour capter le signal qui va venir de l'atterrisseur. Et dessus, ils ont des grosses antennes qui font relais et qui renvoient vers la Terre. Voilà. Donc ils ont été envoyés uniquement pour ça, pour qu'on puisse avoir les images dans la minute. Bon, après on était contents d'avoir les images dans la minute. Et eux, ils étaient très contents parce que c'était la première fois qu'il y avait des CubeSats qui faisaient le trajet tout seuls vers Mars. Et ils ont marché. Enfin, ils en ont envoyé 2 quand même, qui ne marchent pas. Et d'ailleurs, il y en a un qui ne marche pas. Alors, et puis après on a atterri, donc voilà l'ellipse, voilà, bon, en gros le lander et les Aetrucs ça serait là, on a atterri là, le back shell il est arrivé ici, le heat shield ici et le parachute un petit peu plus loin. Voilà. Bon, ensuite il a fallu déployer les instruments au sol. Et parce que pour pas refaire l'erreur de Viking qui avait laissé l'instrument sur le lander. Alors il y a une anecdote qui dit qu'un jour Don Anderson, qui travaillait à Caltech, donc était le sismologue de Caltech, reçoit un coup de fil pour cette mission Viking, un coup de fil de l'ingénieur système de la mission Viking, qui lui demande s'il ne peut pas mettre le sismomètre sur l'orbiteur, parce qu'il n'a plus de masse sur le lander. Il demande s'il ne peut pas mettre le sismomètre sur l'orbiteur. Évidemment, un sismomètre sur l'orbiteur, ça ne sert à rien. Alors déjà que sur le lander, pas au sol, ça ne savait pas grand-chose, mais alors sur l'orbiteur... Alors, 2 mois pour déployer des instruments. Alors voyons, est-ce que je peux récupérer mon truc là? C'était ça, donc le film du déploiement. Alors c'est pas le vrai déploiement, hein, mais vous allez voir comment ça se passe. Donc en gros, on va venir prendre d'abord le sismo. Alors, la priorité c'est le sismo, parce que si jamais le bras il marche plus après, il faut d'abord faire le sismo. Donc on prend le sismo et on vient le poser au sol. Donc ça c'est la simulation, après vous allez voir les vraies images. Donc voilà. Ensuite, on relâche, on va ouvrir cette boucle là, parce que sinon le câble il va tirer sur le sismo. Voilà. Là vous voyez la caméra qui prend les photos sous le lander. Bon, je vais vous montrer des films qui ont été pris avec cette caméra. Donc une fois qu'on a relâché le câble, on va aller chercher le Wind Intermal Shield, ici. On va le mettre sur le sismo. Alors en fait, il y a des étapes intermédiaires que vous allez voir dans les vraies images. C'est qu'en fait, cette boucle de relaxation là, sur le bord là, il faut la tirer un petit peu, il faut tirer un petit peu dessus pour qu'elle s'ouvre. Ça c'était une étape intermédiaire avant de mettre ça. Donc vous allez voir que ce qui avait été prévu au départ, ce qui a été fait, ça a été un petit peu plus compliqué. Et là, ici, on vient prendre sur le dessus le HP cube et on vient le poser au sol. Bon, ça va, on a compris, on va voir les vrais, c'est quand même plus intéressant. Donc, ok, donc là, il faut que je revienne à ma présentation. Donc, quand même, donc en fait, nous, à l'ISAE Super Héros, avec Naomi et David, eux, ils participaient à où est-ce qu'on va mettre le sismo. Mais vous voyez que là, il n'y a pas trop de problème, quoi. Bon, il n'y a pas de cailloux. C'est parce que le problème, c'était s'il y avait eu des cailloux partout, il fallait des gens pour reconstituer le truc. Parce qu'ils ont quand même reconstitué dans OGPL, en 3D, l'espace où ils allaient poser le sismo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont... alors on le voit dans l'image d'après, je suis désolé. Je croyais que c'était avant. Non, par contre, sous le lander, ah oui, là, les boosters, ils ont nettoyé, ils ont enlevé le sable. Et ils ont carrément fait des trous. Et là, on voit qu'il y a quand même des cailloux sous le sable.
Donc ça c'est les images qui sont prises sous le lander. Alors sur la plupart des images qui sont prises avec le bras, vous voyez le bras avec la pince là. D'accord, vous voyez toujours le bras avec la pince parce que la caméra, comme elle est sur le bras, elle n'est pas toujours ça. Donc autour, ben, vous voyez qu'on a quand même eu pas mal de vols parce qu'on aurait pu tomber à un endroit où il y avait plus de cailloux. Notamment là, si on était tombé là. Et donc voilà, avant de poser, ça c'est le testbed qu'ils ont au JPL. Il y a des gens qui prennent les images, qui font des modèles numériques de terrain. Qui vont casser des cailloux s'il y en a, qui les mettent aux bons endroits, qui lissent. Voilà. Bon alors là c'était quand même pas très compliqué puisque c'était tout plat. Donc ça c'était super. Bon ça je vous passe. Bon, voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé quand on a posé le sismo. Donc on le voit, hop, on le pose. Ça s'est bien passé. Sauf qu'ils l'ont mis 15 cm à côté de là où ils avaient prévu de le mettre. Pourquoi? Parce que les moteurs n'étaient pas calibrés, des trucs comme ça. Donc ça c'est pas trop grave. Pour ça c'est pas trop grave. Par contre le bouclier qu'on doit mettre par dessus, il y a 5 cm de marge de chaque côté. Donc si on se plante de 15 cm, ça va pas le faire. Donc, et ils se sont pas plantés. Ils l'ont mis, le bouclier. Voilà, hop. Et il l'a mis pile au bon endroit, il touche pas CIS, il faut surtout pas qu'il touche CIS. Et ils se sont pas trompés. Donc vous voyez qu'au début, ce truc là, ça s'était pas mis. La côte de maille elle n'était pas descendue jusqu'en bas. Et puis après, au cours du temps, avec les dilatations thermiques, ça a fini par tomber. Voilà. Donc j'ai aussi... Alors donc ça c'est la caméra qui est sous le bras. Sous le truc, et donc je vais vous montrer un film de toutes les images qu'a fait cette caméra, mais ce coup-ci un film. Alors si ça veut bien venir, moi je suis désolé, ça fait 200 mégas donc ça met un peu de temps à s'ouvrir. Donc voilà, donc ça c'est les images qu'a fait la caméra. Donc voilà, donc d'abord on pose CIS, puis après on va venir et voilà, on ouvre la boucle là, donc vous avez vu que ça s'est ouvert. Là, la boucle de relaxation elle s'est ouverte, et puis après on va venir tirer avec une espèce de petite pelle. Alors, raté. Ah, là on a tiré un petit peu, vous voyez que ça s'ouvre là. Là on a bien tiré, donc c'est bon, là c'est bien ouvert. Donc on va pouvoir continuer la suite. Donc on met le bouclier. Vous voyez qu'au début ça c'est pas descendu, puis après au cours des jours suivants c'est descendu. Voilà, tant mieux. Et enfin, on va avoir le petit copain HP Cube là qui va venir se mettre à côté. Donc on voit les variations, hein, donc parce qu'elles ne sont pas prises au même instant de la journée. Voilà, hop, ça y est, on a installé HP Cube là sur le côté. Et alors avant de le lâcher, hein, évidemment, tout ça, tout ce que je vais vous montrer là, ça a pris quand même 2 mois et demi, 3 mois. D'accord, donc ça se pilote pas comme une mobilette. Ça a pris 3 mois en gros de faire tout ça. Donc c'est quand même, ça demande beaucoup, il y a beaucoup de gens hein, qui travaillent. Hein, donc nous on y était là-bas aussi, hein, avec les collègues américains, en train de faire tout ça. Parce que évidemment dès qu'on avait des données, eh bien, on se jetait dessus pour les analyser. Voilà. Alors donc du coup, donc, je vous passe ça. Donc maintenant, ça y est, on a HP Cube à côté, hein, donc on le voit bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après ça? HP Cube a commencé à forer. Et au bout de quelques heures, il a rencontré un caillou. Et depuis, il n'a pas trop avancé. Le problème, c'est qu'il a ses capteurs sur le câble. Et en gros, ça fait à peu près cette taille-là, le pénétrateur. Et donc, du coup, il est rentré jusque-là. Et donc, les capteurs, ils ne sont même pas rentrés dans le sol. Donc, il ne peut pas pouvoir mesurer le flux de chaleur. L'avantage pour nous, c'est que ça fait une source sismique, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de sources sismiques, c'est très très calme en Mars. Donc du coup, on se sert un peu de HP Cube pour générer des séismes en fait. Donc un petit selfie d'Insight depuis l'orbite. Alors vous voyez, ça c'est quand on a déployé le WTS. Donc ça, vous voyez qu'on fait quand même des images assez précises depuis l'orbite. Donc si on a un impact de météorite, on voit tout le blast là, qui est enlevé autour de... Ça c'est tous les boosters, tout le sable qui a été enlevé par les boosters.
Et on voit le moment où on déploie le WinInterMachine. Alors, quelques observations. Donc j'en ai pas beaucoup parce que j'en ai beaucoup qui sont sous embargo, donc je ne peux pas trop vous en parler. Ce qu'on voit beaucoup sur le sismomètre, c'est les doses des villes, c'est-à-dire les tourbillons de poussière. Donc ça, c'est des vraies images qui ont été faites sur Mars. Donc on les voit passer. InSight, il n'a pas réussi à faire des images comme ça pour l'instant. C'est-à-dire qu'on les voit sur le capteur de pression, on les voit sur le sismomètre, mais par contre, on n'a pas réussi à faire des photos jusqu'à présent. Donc on en voit pas mal passer. Alors donc, du coup, ça a été étudié à terre. Hein. Donc avant que InSight parte, ils ont fait des expériences à des endroits où il y avait ça aux États-Unis, hein, essentiellement, où ils ont mis les mêmes instruments, donc des baromètres, des sismomètres, tout ça, machin. Et ils ont commencé à développer une théorie, donc notamment avec Ralph Lawrence, qui est maintenant PI de la... Alors non, je crois qu'il est Project Scientist parce que c'est sa femme qui est PI, de la mission Dragonfly qui doit partir vers Titan, qui a été sélectionnée parmi une sur deux là. Voilà. Et donc lui, il a beaucoup travaillé sur les Dust Devil. Oui, donc la mission Dragonfly vers Titan, c'est de mettre un drone hélicoptère en fait sur Titan. Titan, c'est une des lunes de Saturne ou Jupiter, Saturne. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble sur Terre, c'est-à-dire on a une décroissance de pression quand le Dust Devil passe, ça fait un tourbillon, hein, donc ça fait une dépression. Donc là ici on en voit deux, et voilà ce qu'on mesure sur le sismomètre dans la direction est-ouest et dans la direction nord-sud. Donc les signaux on s'attendait à les voir déjà sur le sismomètre, hein, puisqu'on les voyait sur Terre. Et on les a vus. Voilà, donc ma collègue Naomi Murdoch, elle a fait des simulations qui permettent notamment de savoir où passent les Dust Devil par rapport à l'atterrisseur. Et puis après, on va les chercher dans les images qui sont prises depuis l'orbite. Et donc on voit bien qu'on voit des traces ici de Dust Devil là, sur les images qui sont prises depuis l'orbite. Donc ça c'est parmi les plus gros signaux qu'on voit sur CX en fait. La journée, quand il y a dans la partie turbulente de la journée, c'est-à-dire en gros entre 11h du matin martien et 4h de l'après-midi, là on voit des Dust Devil, on voit beaucoup de signaux atmosphériques. Ça c'est... En fait l'ISAE on était chargé du modèle de bruit qu'on aurait au final, c'est-à-dire le niveau de signal qu'on allait mesurer. Donc ça c'est mon collègue qui fait ça, David Mimoun, bon, pour montrer qu'en fait on n'était pas très loin hein, de ce qu'on mesure en réalité sur Mars. Voilà. Sachant que le bruit des capteurs, lui, il est quand même très très bas, et il est plutôt ici. Disons qu'on a une installation qui fait qu'il y a des fois, quand il n'y a pas de vent, qu'il n'y a pas de variation de pression, on touche le bruit des capteurs. C'est-à-dire ce qu'on a mis 2 ans et demi à faire avec des tests partout, à Lockheed Martin, à Denver, au CNES, on a posé le capteur, on a mis le WTS par-dessus, et quand il n'y a pas de vent, on avait le bruit des capteurs. Donc pour vous dire, il n'y a pas beaucoup de signal sur Mars, hein, et les capteurs sont très très bons. Donc on est quand même assez confiant sur les séismes. On va en avoir un, parce que les capteurs marchent très bien. Alors ensuite, il y a tous les capteurs météo. Donc il y a un service qui a été mis en place, hein, de météorologie martienne. Alors désolé, là c'est un Fahrenheit, mais après je vous donne un degré. Qui publie la météo dans Elysium Planitia tous les jours. Voilà. Alors du coup je vous le fais en degrés, c'est mieux quand même. Là on attaque l'hiver. Donc là, au plus chaud, il fait entre 15 et 18 degrés. Et au plus froid, il fait entre moins 95 et moins 100 degrés. Voilà, dans la journée. Donc il fait froid quand même, hein, plutôt froid. Les capteurs, eux, ils sont maintenus. Alors on n'a pas de réchauffeur, mais ils sont au-dessus de moins 60 degrés. Ce qui est quand même froid. Mais là ils vont quand même allumer les réchauffeurs là, parce que sinon ils vont passer en dessous de moins 65 degrés. Moins 65 degrés c'est la limite en dessous desquelles ils veulent pas passer le CNES parce qu'ils ont peur qu'il y ait des choses qui cassent.
Voilà. Donc on a aussi le vent, donc la direction du vent, ouais, nord-nord-nord-est, la vitesse du vent, 1 mètre par seconde. Donc c'est quand même, ça dépend des jours, il y a des jours où il y a plus de vent, d'autres il y a moins de vent. Et on a les variations de pression. Donc dans les variations de pression, on voit aussi beaucoup de signaux atmosphériques. Voilà. Bon, alors donc vous l'avez compris, pour l'instant on n'a pas de séisme confirmé et la plupart des analyses que j'ai en cours sont en cours. C'est-à-dire que non seulement elles sont sous embargo, mais d'une semaine sur l'autre notre interprétation change. Du coup, donc là avant de venir j'étais en téléconf là, et il y a des choses qui changent d'un jour sur l'autre. Donc heureusement qu'on est nombreux, hein, qu'on n'est pas tout seul à analyser les données. Parce que voilà, c'est la première fois qu'on fait de la science atmosphérique avec un sismomètre, c'est la première fois qu'on va sur Mars, on essaie d'avoir des interprétations les plus larges possibles pour finalement en éliminer. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va faire une nouvelle science de l'atmosphère à partir des signaux enregistrés par un sismomètre. Ça pour l'instant ça n'a jamais été fait, puisque sur Terre, les bruits des sismomètres ils sont bien au-dessus de ce qu'on voit de l'atmosphère. Donc on va avoir des premières images de la turbulence atmosphérique parce qu'on a des capteurs de pression et de vent qui fonctionnent à haute cadence, ce qui n'a jamais été fait sur d'autres missions. Donc le capteur de pression il mesure 20 coups par seconde, ça on n'a jamais fait sur notre mission. Donc du coup on voit la turbulence atmosphérique avec. On a commencé à analyser les réactions du sol aux signaux atmosphériques pour déterminer quelle est la dureté en gros des 100 premiers mètres. Donc ça c'est sûr, on va l'obtenir aussi. On a des signaux sismiques produits par le marteau de la Mole. Alors, bon, l'analyse des données demande un peu de temps parce qu'il faut synchroniser quand ça tape, enfin, bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr, on va en sortir quelque chose aussi sur les 100 premiers mètres de Mars. On a commencé à chercher la marée de la Lune Phobos. On a des signaux non expliqués, dont on ne sait pas ce que c'est. Donc je vous dis, tous les jours, on a des interprétations qui changent. Là, donc, là la téléconf de 5 heures, il y a des choses qui sont passées de potentiel séisme à pas du tout ça. Voilà. Et on attend des séismes ou des impacts. Voilà. On a quelques signaux qui ressemblent, mais pour l'instant c'est pas du 100%. Quoi. Donc on veut vraiment être sûr avant de dire on a un séisme. Ce qui est sûr, c'est que les capteurs marchent très bien. Donc la Mole n'a pas pénétré, mais les capteurs de séisme ils marchent au niveau de bruit, pas de l'instrument mais du capteur. Donc c'est vraiment très très bon. Donc on est sûr qu'on va pouvoir faire de la bonne science. On est bien installé, on voit pas beaucoup le vent, on voit pas beaucoup la pression, tous les capteurs marchent bien. Donc on attend. Voilà. Pour l'instant on en est là. Ouais, alors nous on était contents les parce qu'on a réussi à mettre notre logo sur Mars. Je vous dis pas ce que David Mimoun a dû tuer pour faire ça. Voilà. Une petite citation d'Einstein, regardez avec attention la nature et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder avec attention sur cette image? À part le texte. On voit la Terre au-dessus. Ouais, ça c'est la Terre. Ça c'est la Terre vue de Mars, vue du glaciaire Gusev. Donc l'idée c'est ça, c'est d'aller sur Mars pour aussi mieux comprendre la Terre et les planètes, les autres planètes. Bon mais voilà, moi là j'ai fini. Juste pour vous dire que toutes les images brutes qui sont prises par les caméras sont disponibles sur ce site là, NASA.gov Insight. Vous avez toutes les images, il y a eu 1752 images qui ont été prises depuis le début de la mission. Vous y avez accès directement dès qu'elles sont prêtes, dès qu'elles sont prises, elles sont déposées sur le site. On peut suivre. Nous même des fois on y va parce qu'on se souvient plus quand c'est qu'on a posé le truc sur machin et donc du coup on rescanne les images. Donc on l'utilise aussi. Au niveau français, il y a ce site là, l'IPGP qui a été fait, qui est très très détaillé. Donc il y a correspondant com de l'IPGP, c'est quelqu'un qui est un fanat de Mars, mais vraiment un fanat. Donc du coup il a fait un site très très détaillé à la fois sur Insight, sur CI, sur Mars. Donc c'est vachement bien. Et puis là on croise les doigts là, parce que ce soir, dans 1 heure, il y a le tir de Cygnus 11 qui va lancer vers la Station Spatiale Internationale notre premier CubeSat. Donc il ressemble à ça. Donc ça c'est un peu à côté d'Insight, mais voilà,
c'est juste pour dire que c'est ce soir. Donc, donc il lancera vers la station et ce CubeSat sera relâché depuis la station, on ne sait pas quand, en fonction du planning astronaute, d'entre 15 jours et 2 mois. Voilà. Et donc ce CubeSat, on l'a fait là de l'autre côté à l'ISAE, mais il sera opéré par le Centre spatial universitaire de Toulouse, donc dans lequel l'UPS est impliqué, et notamment sur le toit de ce bâtiment, il y a une station VHF-UHF, si j'ai bien compris, qui serait susceptible de nous servir de station de rechange si jamais on a un problème avec la nôtre. Voilà. Donc c'est nous on a fait le CubeSat, mais maintenant c'est le Centre spatial universitaire de Toulouse qui va l'opérer. Voilà. Et voilà. Je crois que ça sera... Désolé, ça a été un peu long, mais il y a une option. Oui. Vous disiez en début de conférence que c'était plus dur, enfin, ça coûtait plus cher d'envoyer quelque chose sur Vénus que sur Mars à cause du DTV. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est lié à ça qu'on n'envoie pas de sismomètre, admettons, sur Vénus, parce que ça serait intéressant d'envoyer, ou est-ce que c'est lié à l'environnement extrême, les températures Ouais, non, c'est surtout lié à ça. Ouais. Parce qu'en fait, on ne peut pas maintenir de l'électronique à 450 degrés de température. Donc en fait, les Russes, ils sont allés sur Vénus, ils ont tenu 2h30, c'était déjà pas mal, à la surface. Pour faire de la sismologie, il faut qu'on tienne longtemps. Donc on le voit là, ça fait un moment qu'on est là, on n'a pas vu de séisme clair, donc il faut attendre longtemps pour voir des signaux. On étudie, nous, la possibilité de faire de la sismologie sur Vénus, mais plutôt à partir de l'atmosphère. Donc l'idée, c'est de voir les ondes sismiques au sol. Elles vont générer des ondes dans l'atmosphère qui vont se propager vers le haut. Et donc on étudie des systèmes soit avec des ballons, ou en accrochant des capteurs infrasons, des accéléromètres à des ballons, soit depuis l'orbite avec des émissions de la haute atmosphère qui sont perturbées par les séismes de Vénus. Donc ces ondes, on les voit sur Terre, moi j'ai pas mal travaillé là-dessus, sur Terre on les voit, ces ondes, après les gros séismes, on a des perturbations atmosphériques qui se propagent jusque dans 300-400 km d'altitude. Donc l'idée, ça serait plutôt d'utiliser ce type d'ondes plutôt que d'aller mettre un sismomètre, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'électronique qui tient à 450 degrés. Voilà. Donc les capteurs, eux, ils tiendraient. Le système masse-ressort, il serait un peu bruité parce que c'est un peu chaud, mais par contre, l'électronique, elle ne suit pas. Donc, ou alors, il faut revenir aux amplis à lampe. Et donc, faire un ordi comme on fait maintenant avec des amplis à lampe, je ne vous dis pas ce qu'il faut lancer. Pour l'instant, voilà, il y a une rupture techno à avoir. On n'a pas d'électronique qui tient à 450 degrés. C'est essentiellement pour ça qu'on ne fait pas de la sismologie de surface sur Vénus. Mais par contre, les ballons, peut-être. Après, la Lune aussi, c'est difficile. Hein. La Lune, on l'a vu là, avec l'émission Apollo, si on n'a pas de radioéléments, c'est-à-dire soit quelque chose qui une chaufferette radioactive, soit un truc qui carrément fabrique de l'électricité, c'est pas possible, on ne peut pas tenir la nuit. Il fait trop froid la nuit. Donc ça veut dire que, alors là on travaille, bon l'idée c'est un peu l'ESPER, là vous avez vu qu'on a l'A6 là, c'est de les mettre sur les missions chinoises. Les remplaçants des capteurs InSight, d'aller les mettre sur une mission chinoise et de les envoyer vers la Lune. Donc on travaille là-dessus, moi je vais aller en juin en Chine, là, en juillet en Chine. Après, il faut que le CNES soit d'accord, il faut que les Américains soient d'accord aussi, parce qu'il y a des petits bouts qui sont à eux là-dedans. Donc, voilà. C'est pas si simple, mais a priori, l'opportunité court terme pour avoir un autre sismomètre sur une autre planète, c'est ça. Voilà. Parce que sur Mars, je ne sais pas si on aura un autre. Peut-être qu'il va être tout seul. Bon, après, si ce que j'ai pas dit, c'est les données. Les données vont commencer à être libérées là. Il y aura un premier jeu de données qui va être libéré fin mai, et un deuxième jeu de données qui va être libéré fin juin. Donc ça va très vite en fait. Donc là c'est pour ça qu'on est à fond sur les données, parce que dès que ça sera libéré, on va plus être tout seul à travailler sur les données. Donc on essaie de faire les papiers et tout avant que les données partent dans la nature. Voilà. Mais après c'est le jeu. Hein.
toute façon, sur Terre, tous les sismomètres terrestres, quasiment, si vous voulez accéder aux données, vous pouvez y accéder. Donc là, l'idée, c'est que ce soit pareil pour le sismomètre martien. Donc tous les sismomètres sur Terre, ils ont un nom de réseau et un nom de station. Ben là, Insight, il a le nom de réseau XB et le nom de station Elise. Et voilà. Donc c'est comme si c'était un sismomètre terrestre. Donc on va relâcher les données au même format et donc tous les sismologues du monde pourront télécharger les données et travailler dessus. Ouais, donc pour les autres planètes, après on travaille aussi sur les astéroïdes, mais faire la sismologie sur les astéroïdes c'est compliqué parce que en fait très probablement c'est très calme, donc on n'a pas de séisme. Et ensuite si on va en créer un de séisme et qu'on calcule par exemple qu'on envoie un impacteur, un truc qui impacte, même avec un petit truc de 10 grammes qui impacte à 6 km/s et qu'on calcule les accélérations que ça pourrait créer, ben on se rend compte que le sismomètre va se soulever du sol s'il est juste posé, parce qu'il n'y a pas de gravité. Et donc du coup, ça devient difficile de justifier une agence, on va envoyer un truc, mais si on crée une source sismique, on ne la verra pas parce que dès qu'au premier pet, on va se soulever, on sera en l'air, on ne verra plus rien. Donc du coup, voilà. Donc bon, la sismologie, c'est pas la panacée de tout. Dernier point, donc on a gagné un projet européen pour faire la prochaine génération de sismomètres après Insight. Et l'idée c'est de changer de technologie, de passer en technologie optique, interférométrie optique, et de mesurer plus uniquement les translations du sol, mais aussi les rotations du sol. Donc on a un projet qui s'appelle Pioneers, qui a été financé par l'Union européenne, avec un partenaire industriel qui est XBlue et qui est intéressé lui aussi par développer des capteurs qu'il pourrait réutiliser sur Terre ou dans des CubeSats, des choses comme ça. Donc on travaille déjà à la prochaine génération. Voilà. Donc ça fait beaucoup de projets, oui. Tout à l'heure vous avez parlé que les champs magnétiques pouvaient influer sur le capteur sismique. Alors effectivement, alors la sphère elle est en nu-métal. C'est-à-dire c'est quelque chose qui protège des variations de champs magnétiques. Non seulement elle est sous vide, mais elle est dans un métal spécial. Par contre, on sait que le ressort, lui, comme il est en métal, en fait, dès qu'il y a un champ magnétique, il va sentir, parce qu'il va avoir du coup un moment, ce ressort, même si on l'a démagnétisé et tout ça, dans la mesure où il est en métal, il va avoir un moment magnétique. Donc dès qu'on crée un champ magnétique à côté, ça va exercer une force sur le ressort. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. Pour l'instant, on l'a pas vu. Pour l'instant, on n'a pas vu de variation magnétique qui perturbait le sismomètre. Mais on sait qu'il est sensible. Notamment, les collègues s'en sont rendus compte parce que donc, à l'IPGP, ils travaillent, moi j'y étais aussi à l'IPGP à un moment, ils sont dans la boucle de la Marne, à côté de Paris. Et donc la Marne fait une espèce de boucle comme ça qui est fermée par la ligne de RER. Et à un moment, il y avait un observatoire magnétique là. Mais comme le RER renvoie du courant dans le sol, le courant il passe par la boucle de la Marne et ça fait une boucle de courant et donc ça crée des très forts champs magnétiques à cet endroit-là. Et donc ils se sont rendus compte qu'ils avaient des observations et ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient du bruit. Ils constataient que ça s'arrêtait entre minuit et 5h du matin, il n'y avait plus de bruit. Et c'est à cause de la sensibilité des capteurs. Après sur les effets de pression, ça fait tilter le sol. Donc c'est pour ça qu'on mesure la pression. Et le vent, ça fait bouger très probablement le lander sous l'effet du vent. Le chapeau là, il ne doit pas bouger beaucoup, mais le lander, on sait qu'il bouge sous l'effet du vent, et comme il est juste à côté, il va faire bouger aussi. Donc c'est pour ça qu'on a un capteur de vent et un capteur de pression, parce qu'il faut corriger tous ces effets-là pour pouvoir accéder à des signaux qui sont tout petits. Pendant combien de temps l'alimentation de SACE pourrait être garantie? Comment savoir que sur les premières images, les panneaux solaires commencent à être bien recouverts? Ouais, les panneaux solaires, ils se recouvrent assez vite. Donc quand on a atterri, on produisait 4500 Wh. Là, on est tombé à 2007. On espère que les Dust Devils, là, ils vont nous nettoyer la poussière. Mais c'est souvent le cas. Le problème, c'est qu'apparemment, les Dust Devils, c'est des vortex convectifs, mais il n'y a pas de poussière dedans.
C'est probablement pour ça qu'il ne nettoie pas la poussière. Donc c'est des vortex, mais il n'y a pas la poussière dedans. En fait, si on était parti en 2016, on serait déjà mort. Parce que la tempête de sable qu'il y a eu au printemps dernier, elle a duré 3 mois et demi. Et 3 mois et demi dans le noir, les batteries gèlent et c'est terminé. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que la prochaine saison des tempêtes, les tempêtes soient moins sévères que ce qui a été... Parce qu'en fait ça a été la plus grosse enregistrée là, au printemps dernier. Donc finalement, vu qu'on a de la chance, hein, qu'on est attiré à un endroit où il n'y a pas de cailloux, voilà, peut-être que ça va, qu'on est parti 2 ans plus tard, ce qui nous a permis de nous sauver. Voilà, peut-être ça va continuer. Ouais. Mais effectivement, si tu veux survivre, il faut faire comme Curiosity. Hein. Il faut avoir un moteur nucléaire. Donc, parce que les tempêtes, 3 mois sans voir le soleil et les batteries gèlent, c'est terminé. Oui. Question. Vous parliez de la différence entre la fréquence d'impact de météorites sur Terre et sur Mars. Vous dites qu'il y en a moins sur Sur Terre, il n'y en a aucune qui arrive au sol, quasiment. D'accord. Sur Terre, des météorites qui sont arrivées au sol, on a 2 exemples dans l'époque instrumentale. C'est celle qui est tombée Tunguska en Sibérie, là, qui a rasé une forêt, en gros. Et il y en a une qui est tombée relativement récemment, en 2008, en Bolivie, et qui a fait un petit cratère d'une dizaine de mètres au sol. Voilà, c'est les 2 seuls exemples qu'on connaît sur Terre. Voilà. Et la fréquence sur Mars, quelle est la... Alors sur Mars, j'ai pas un ordre de grandeur des fréquences, parce que ça dépend vachement de la taille, mais on pense que les plus grosses, celles qui font des cratères de 1 ou 2 mètres, elles arrivent jusqu'au sol. Grosse différence de la Terre où elles brûlent dans l'atmosphère, où elles explosent dans l'atmosphère, comme celle de Chelyabinsk, là, où il y avait une explosion. La plupart arrivent au sol sur Mars, ou alors elles explosent mais pas très loin du sol. Par contre, j'ai pas les chiffres en tête. Je pense qu'on avait prévu à peu près une dizaine de détections d'impact par an. À peu près. Par an terrestre. Parce que la martienne, c'est 2 ans terrestres. Par an terrestre, à peu près détecter une dizaine d'impacts. Et 5 ou 6 séismes. Bon, pour l'instant, on n'est pas si loin de la stat. Là. Enfin, on n'a rien, mais bon, ça fait que 2 mois. Ça fait que 2 mois qu'on a le truc par-dessus. Donc, voilà. Donc ça fait pas beaucoup de données quand même. Hein, pour ça. Au final, à la fin de la mission, il ne doit pas y avoir énormément de signaux véritablement sismiques. On le savait déjà ça avant de partir.